En 2 temps, 3 mouvements, les gens qui venaient, ils n'en revenaient pas, quoi. Le chien, il mordait proprement. Je ne vais pas dire qu'il mordait comme un chien Verbonde, parce que ça serait prétentieux, mais le chien mordait vraiment proprement. Et halte, tac, le chien était sorti, il était en vigilance et on pouvait retravailler. Vous demandez de quel chien parle Jean-Michel? Suivez-nous dans la nouvelle vidéo dossier exclusif d'élevage de Malinois. Bonjour à tous. Nous voici pour la 4e vidéo, le 4e acte de notre dossier exclusif élevage de Malinois. Tout simplement, je vais laisser Jean-Michel nous poser la question de notre abonné. Alors nous continuons notre rubrique de questions pour la question suivante. Quel type de chiot choisir pour les sports canins et notamment pour le monduring? Donc je pense qu'aujourd'hui, alors là je parle sous le contrôle de Fabrice parce que moi je suis plus trop dans le coup. Je pense que n'importe quel chiot d'un élevage sérieux peut prétendre à faire du ring français ou du monduring. Mais je préfère que Fabrice réponde à cette question. Ah bah bien Jean-Mi, c'est vraiment sympa. Tu me refiles le bébé, comme on dit. Alors, c'est pas facile à répondre et en même temps, c'est très simple. Moi, je dirais tout simplement que la bonne question n'est pas comment bien choisir son chiot, mais comment bien choisir son éleveur. Et oui, avant tout, un chiot malinois n'est que l'expression du cœur de l'éleveur. C'est-à-dire que l'on voit dans les chiens qu'il produit tout ce qu'il aime, tout simplement. Donc à vous de voir quel type de chien l'éleveur produit, sur quel courant de sang il travaille, et en fonction de ce que vous aimez, regardez si ça coïncide. Moi par exemple qui suis sur un type Cyrol, vous le savez, je travaille sur des origines Voltaire, à la fois sur l'axe Loupard et l'axe Into des Deux Sabres. Je travaille beaucoup là-dessus. Et donc j'ai plutôt des chiens de moyen gabarit, plutôt réactifs, très précoces, très intelligents. J'ai des gens qui veulent des gros gabarits. Bah, c'est pas chez moi qu'il faut venir, vous n'allez pas en trouver, vous avez beau chercher dans toute une portée, vous n'allez pas en trouver. Il y a des gens qui aiment des chiens calmes et posés, bah, clairement, faut pas venir chez moi. Voilà. Choisissez l'élevage en fonction de ce que vous aimez. Et ensuite, il faut faire tout simplement confiance à l'éleveur. Je crois que c'est le plus important. On travaille sur du vivant. C'est pas un bien, le chien. Donc, il n'y a pas de critères particuliers. Une fois que l'on a choisi un élevage, un éleveur que l'on apprécie, ensuite, il faut lui faire tout simplement confiance et être en bonne intelligence avec lui. C'est-à-dire que lorsque l'on formule sa demande et lorsque l'on vient ensuite à l'élevage choisir son chiot, tout simplement, on discute, on regarde un petit peu au sein d'une fratrie lequel sujet pourrait correspondre le mieux. Mais vous savez, si l'éleveur travaille sur des courants de sang bien précis, en général, les portées sont homogènes. Et au sein d'une fratrie, c'est un petit peu comme des petites photocopies si le travail est bien fait. Vous ne pouvez pas avoir un chiot très grand, tout foncé, tout mou, et un petit nerveux tout jaune dans un coin. En général, la fratrie est homogène. Donc après, moi je serais vous, je ferais en fonction un petit peu du coup de cœur. Je sais que certaines personnes ont besoin de critères précis, et le caractère il est comment, et si je le tiens comme ça, est-ce qu'il bouge? Je le fais beaucoup au feeling, beaucoup au ressenti. Il faut que ça matche, quoi. Il faut que le chiot me plaise. J'aime bien, si je dois choisir un chiot, alors pour moi c'est un petit peu différent parce que j'ai toujours en tête mon côté éleveur, donc certains critères sont importants, mais purement pour de la compétition. J'aime bien avoir un petit peu, savoir un peu comment le papa travaillait, etc., comment il est, tout ça.
Une fois qu'on a choisi son éleveur, tout simplement, ensuite, on regarde les mariages. Il suffit de voir un petit peu quelle construction a été faite, voir un petit peu sur quoi vont tendre les chiots, sur quel axe dominant ils risquent de tendre. Bon, c'est toujours intéressant de savoir aussi comment est le papa au travail, etc. Ça donne des indications déjà. Tout ça, c'est important. Ensuite, moi, j'avoue, je fonctionne beaucoup au coup de cœur. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément de critères bien définis. À partir du moment où c'est une portée qui me plaît, à partir du moment où c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir pour moi, le choix du chiot, je ne suis pas là en train de regarder chaque chiot, les sous-peser, les retourner, les faire mordre, etc. Très honnêtement, c'est au coup de cœur. J'ai un flash ou j'ai pas de flash, tout simplement. Parce que je sais que je vais rester des heures et des heures avec lui, qu'on va être tout le temps ensemble. Et si j'ai pas le coup de cœur, je sais que ça va être compliqué. Pas que je ne vais pas y arriver, je pense avoir le bagage technique pour m'en sortir, mais tout simplement je ne vais pas prendre du plaisir et je ne vais pas en donner à mon chiot. Donc moi c'est pour partir sur une longue relation avec mon animal et avoir un copain avec moi, avoir un ami avec qui je vais m'entendre sur un terrain et en dehors d'un terrain. Donc voilà, moi je fonctionne beaucoup avec le petit coup de cœur lorsque je suis face à une fratrie. Ensuite, quels critères particuliers par rapport à la discipline du monde du ring? Est-ce vraiment une discipline en tant que telle? Moi, je dirais plutôt que c'est un sport. Vous vous orienterez vers du NVBK, vers du ring belge, vers du ring français, vers du campagne. On serait sur des programmes plus de sélection. Donc là, je pense qu'il faudrait être plus vigilant sur les lignées, sur les types de chiens sur lesquels on se dirige. Maintenant, sur le monde du ring, je n'ai pas forcément de conseils à donner par rapport à un axe particulier, puisque c'est à la base. Et il me semble, sans trop dévoiler la suite de la vidéo, que c'est ce que Jean-Michel va nous expliquer. À la base, le monde du ring, c'était une rencontre, c'était un tournoi de personnes de cultures différentes qui ont essayé sur un programme commun de pouvoir un petit peu regarder ce que faisait leur chien et de pouvoir comparer un petit peu. Donc en fait, à mes yeux, le monde du ring est un sport. Il est accessible à différentes lignées, différents courants de sang. Et donc, c'est intéressant de savoir sur quel axe on choisit son chiot pour bien le travailler. Si vous prenez un chiot issu d'une sélection typiquement en ring français, vous savez que vous allez devoir travailler la stabilité à l'environnement, que vous allez devoir travailler aussi tout ce qui est accessoire, et qu'en contrepartie, la réactivité, la technique pour saisir l'homme d'attaque, tout ça, vous l'aurez plutôt de manière naturelle. Donc voilà, je pense que c'est plus une connaissance à avoir de ce que l'on souhaite, de ce que l'on aime, et de l'élevage qui est plus important que le choix du chiot en lui-même. Vous savez, c'est du vivant, donc c'est très très difficile de prédire comme ça à 8 semaines, celui-là sera bon, celui-là sera pas bon. Moi, je le fais surtout à l'affect. Regardez le coco à côté de moi. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. J'ai pas passé très très longtemps à le choisir, hein, vous savez. Le Doguito, quand je l'ai vu, j'ai dit c'est toi. Tout simplement. Et toi, Jean-Mi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je voudrais pas raconter de bêtises. Par contre, ce que je peux vous raconter, c'est comment nous avons fait pour avoir des chiots le plus polyvalent possible et comment nous avons déjà procédé et comment historiquement tout s'est enclenché, tout s'est mis en place pour avoir une étude la plus précise possible pour pouvoir travailler sur différents courants de sang qui viennent de Hollande, de Belgique et de les marier avec nos sangs français. Alors je vais vous raconter ça tranquillement.
Donc dans les années 60, 70 et 80, on n'avait que quelques sports canins. D'ailleurs, la définition n'était pas sport canin à l'époque, c'était chien de police et chien de défense. On avait le ring français, le campagne et le pistage. Le RCI est arrivé un petit peu après et avant de pratiquer à la manche comme on connaît aujourd'hui sur la manche Bravo, le RCI se pratiquait sur costume. Alors nous, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on se régulait par rapport aux grands dresseurs de l'époque. On regardait un petit peu comment ils pratiquaient, comment ils géraient leurs chiens de haut niveau. Et nous, on prenait comme référence la vie de ces grands dresseurs. Alors il y avait François Lelevier, Primo Orlandini, André Noël, Michel Beyer, Daniel Debondu. Enfin, on avait quand même un spectre assez large pour pouvoir travailler correctement, parce que des passionnés de malinois et de bergers belges en général, parce qu'il y avait aussi des amateurs de poils longs, on arrivait quand même à structurer certaines idées par rapport aux lignées qu'ils employaient. Alors je vais vous expliquer ça, vous allez voir que tout ça est parti dans les années 60 et si vous voulez, ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais en fait non, vous allez vite comprendre comment tout ça s'est déroulé. Vous vous rappelez de la fameuse formule de monsieur Louis Huijbert qui disait que les bergers belges devaient être intelligents, obéissants et fidèles. En fait, les réminiscences des fêtes de Malines et d'Anvers, grâce aux exploits de la fameuse chienne Cora, étaient bien restées ancrées dans le berger belge. Donc les premières personnalités à prendre un berger belge pour travailler en dehors du ring, c'est-à-dire en campagne ou en pistage, avaient bien gardé ça à l'esprit. Donc en fait, le premier à avoir vraiment marqué les esprits, c'est le cas de le dire, c'est Morgan du Parc de Lay, un Groenendael, qui avait été plusieurs fois sur le podium, en ring, mais aussi en campagne. Il avait, c'était dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pris des notes. Oui, en 1967, il avait été vice-champion, en 68, il avait été champion, et en 69, il a été vice-champion. C'est Nelco du Mas des Lavandes, un poil court, qui se tirait la bourre avec lui. Alors, soit Nelco gagnait et Kacha est arrivé juste après, Morgan était deuxième, mais en général les deux étaient toujours sur le podium. Donc Kacha est arrivé juste après avec Sandor du Moucronnet. Donc deux Moucronnet. Ça c'était très intéressant. Après donc Kacha, lui c'était un grand champion de ring, tout le monde le connaissait, mais il a quand même réussi de très bonnes de très bons résultats en campagne. Et après, puisque je crois qu'il a même été sur le podium, oui, en 72 à Locminé. Et ensuite, bon, il y a eu la vague des Ventadour avec Tsar, qui lui a mis tout le monde d'accord, parce qu'il était toujours sur les podiums, il a remporté la coupe, etc. Donc Monsieur Hertz, qui avait Nelco, a eu un autre Mas des Lavandes, Urf. Alors là, pareil, lui, il a commencé à gagner des titres en ring, gagner des titres en campagne. Donc il avait lui aussi un gros potentiel. Et puis après, Monsieur Orlandini avec Johnny est venu jouer aussi. Monsieur Lelevier est arrivé avec deux Malinois. Donc il avait Tsar, déjà en grand champion. Il est arrivé avec Djellaba, du Duc, avec qui il a cartonné pendant plusieurs années, parce que Duc c'était un chien exceptionnel, c'est vrai qu'il était un peu atypique, mais il était formidable en tout point, un caractère exceptionnel, des entrées d'attaque, une belle prise en gueule. Je me rappelle qu'André Noël l'avait surnommé 200%, 100% équilibre, 100% mordant. C'est pour vous dire à quel point ce chien était coté, ça a été Djellaba de Duc, ça a été un des chiens les plus cotés avec Vasse du Faubourg des Postes, pour vous donner un ordre d'idée dans l'échelonnement de cette époque. Voilà, donc tous ces chiens-là ont vraiment fait que parce qu'ils ont aussi été utilisés, donc on commençait déjà à cette époque à avoir un petit noyau de chiens comme ça, polyvalent. On savait que telle origine fonctionnait très bien en ring et en campagne. Certains pistaient bien. Le problème du malinois, c'est que
sur les pistes, il avait déjà trouvé les objets et il les avait déjà ramenés avant que le juge donne le départ, quoi. Donc il fallait vraiment faire attention à bien les canaliser, à les rendre soigneux sur les prises, sur les pistes, réfléchis, etc. Parce que c'était des avions, hein, ils allaient à 100 à l'heure. Puis alors après, en 1978, il y a une petite révolution au niveau de nos disciplines. Pourquoi ? Parce que est arrivée la création des sélectifs en ring. Alors les sélectifs, ça a apporté beaucoup de bonnes choses au niveau de la discipline ring, mais il a fallu faire attention au niveau des calendriers, il a fallu gérer les concours convenablement, il a fallu vraiment s'organiser. Les gens qui pratiquaient le ring, le campagne et le pistage devaient vraiment être appliqués et dans les entraînements et sur leur calendrier pour éviter de partir un peu dans tous les sens et de faire plein de choses et rien de sérieux. Donc là, on avait affaire à des cynophiles de très haut niveau, donc ils géraient ça très très bien. Alors voilà, je reviens, je vous prie d'excuser ces petits tremblements, je ne sais pas ce qui se passe d'un coup, nous avons plein de vent, hein, des grosses rafales de vent comme ça. Bon, écoutez, je vais continuer, je vais faire attention. Alors j'en étais à la création des sélectifs et des amateurs qui pratiquaient et le ring et le campagne. Donc on s'est retrouvé avec des chiens finalistes en ring qui pratiquaient aussi le campagne. On a eu Vidocq du Boscaï, un monsieur Porcu qui est venu jouer. On a eu Jerk du Mat des Lavandes, le Tervuren Zio des Longs Tours. On a eu aussi Otard de la Noaillerie qui a joué pendant quelques années, puisque comme je vous l'avais expliqué, le champion de France en ring avait son carton d'invitation direct à la finale. Donc ça c'était super intéressant parce que les compétiteurs devaient vraiment s'entraîner en tout point. Et ça c'était super parce que on arrivait vraiment à avoir un Otard sur le ring super carré parce que Daniel de Bonduve, hein, c'est quand même le soin dans les mises en place, la technique pure, voilà. Et puis là on voyait un Otard en campagne super bien, quoi, aussi super à l'aise. Donc c'était vraiment super bien. Et puis après, il est arrivé au début des années 80, quelque chose d'exceptionnel. Le club du chien policier de Tournai a commencé à mettre en place des rencontres internationales où il invitait les meilleures équipes françaises, les meilleures équipes suisses, les meilleures équipes allemandes, les meilleures équipes hollandaises et donc les Belges de l'époque avec vraiment des chiens super et tout. Donc ça a été vraiment formidable. Je vais raconter quelques anecdotes sur la grande époque de Tournai. Il faut quand même savoir qu'à cette époque, il y avait une hégémonie berger allemand. Il y avait de très très grands bergers allemands, dont un qui était faramineux et qui était très très difficile à battre. C'était Samouraï des Granges d'Or, qui appartenait à Monsieur Roland, un cynophile exceptionnel. On lui pratiquait toutes les disciplines. Il a été vraiment plus que polyvalent. C'était un homme exceptionnel. Les gens qui ont travaillé avec lui le reconnaissent aujourd'hui comme un très grand maître, que ce soit en ring, en campagne, en pistage, en RC. Donc lui, il avait été vraiment très très difficile à battre. Et il y avait des très beaux matchs à l'époque et j'en parlais avec François Lelevier qui me disait que franchement ce monsieur c'était une pointure. Ensuite, il y avait d'autres bergers allemands, hein. Il n'y avait pas que Sam, il y avait les Val du Hurlevent, les Gerbes de Grandval. Après, on a eu affaire à Ralph de la Fontaine-Saint-Benoît, hein, monsieur Yves de Vezeau, un chien formidable qui a été finaliste en ring, parce que lui, il s'est pris quand même Antibes, Isaac, des grosses finales, et il a été vice-champion en campagne, extraordinaire. Et puis aussi, bien sûr, Rolf de la Page Blanche à monsieur Laurier, qui lui était un phénomène, c'était un chien sensationnel. Voilà. Donc, et les copains du Belge, ils se coltinaient ces grands champions les week-ends de campagne, donc c'était pas facile. Donc berger allemand, Hartung, hein, donc très difficile à battre. Mais c'était des beaux matchs et ça faisait plaisir de voir tous ces gens-là parce que bon, c'était tous des cynophiles et tous des grands amateurs de travail, de compétition. C'était vraiment une chouette époque.
Alors pour contrer ces faramineux bergers allemands, il fallait donc conforter l'atavisme et muscler une génétique pour arriver à trouver des chiens avec une polyvalence encore plus large. Et pour ça, les rencontres internationales de tournée ont vraiment été le grand déclencheur, si vous voulez, d'une conscience. Les gens ont pris conscience qu'il fallait déverrouiller notre style d'élevage de l'époque, c'est-à-dire des husky flaps avec quelques petits apports belges, mais pas tant que ça en fait. Et on était vraiment sur les lignées de Léon Détailleur et ce que lui avait amené. Puis bon, lui, il avait quand même des phases-vent de Molenbeek très difficiles. Et quand on discutait avec Monsieur Détailleur, il disait que les flaps avaient quand même cette conscience de réflexion, cette disponibilité que n'avaient pas d'autres lignages belges. Donc on a fait très attention à ça. Donc je vous dis, on est à peu près tout au début des années 80, 83, 82, 83, 84. Et là, nous découvrons de nombreux Malinois. Alors d'abord, on a vu le programme suisse. C'était Monsieur Raoul Bellet qui conduisait l'équipe. Alors, au cordeau, une démonstration de dressage, un truc exceptionnel. Les chiens carrés, mais c'était magnifique. Nous avons vu aussi la première garde d'objets réelle, c'est-à-dire que là, l'homme venait sans costume, hein, le chien faisait une garde d'objets réelle, très impressionnant. Ensuite, on a vu l'équipe allemande, donc sur un travail de Schutzhund traditionnel, c'était propre, c'était beau, des chiens avec des belles prises, des bergers allemands. On a vu les premiers Malinois aussi de ces équipes. Les Belges sont arrivés avec une équipe exceptionnelle. Alors là, clip à Monsieur Bastiens nous sort un parcours de fou. Monsieur Lebon avec Mickey, plus connu sous le nom d'Espoir de Boscaï, nous sort un parcours pareil, incroyable. Après on a vu Cargo, enfin on a vu plein de très bons chiens, des gardes muselés, des prises en gueule de fou, des artifices. À un moment, Clip fait une attaque arrêtée, le chien il saute par-dessus une table, tac, arrêté devant l'homme d'attaque, enfin des trucs, on n'en revenait pas quoi. L'équipe de France arrive, composée à l'époque de Monsieur Savigny avec Rep. Michel Beyer amène deux chiens, Mougli et Orloff, un berger allemand de campagne, lui pareil, un super chien. Daniel de Bonduve est avec Otard, René Landé est avec Quick, André Noël est avec Ours, Monsieur Fourreau est avec P de la Noyerie, le frère de Panthère, un chien extraordinaire. Et dans la toile, Michel Beyer, Daniel de Bonduve, Jean-François Gallet et Guy Perrin. Ils nous sortent une démonstration du feu de Dieu. Mais un truc, ça a scotché tout le monde. Ah, franchement, écoutez, j'ai un film de l'époque, je le mettrai sur ma chaîne YouTube pour que vous regardez tout ça. C'était, mais alors, faramineux. Daniel de Bonduve prend Ours dans ses bras, il le fait tourner dans tous les sens. Jean-François Gallet nous sort des techniques incroyables à l'époque, parce que bon, il faut savoir qu'on est quand même au début des années 80, on n'a quand même pas encore des costumes aussi lestes qu'aujourd'hui, etc. Enfin bref, je vous en laisse la primeur, je vous promets, je vous mettrai ça sur ma chaîne YouTube, vous regarderez tout ça, vous m'en direz des nouvelles. Et ensuite arrivent les Hollandais, alors avec Oscar, Menno, Redza, je crois, enfin la grande équipe hollandaise de l'époque. Et là pareil, ils nous sortent une démonstration à couper le souffle. Des attaques à 80 mètres, des gardes d'objets avec 2-3 chiens positionnés sur 2-3 objets, avec 3 mètres de décalage. Ils nous font aussi des refus d'appât sur les gardes d'objets, enfin, un truc incroyable. Donc nous on regarde tout ça et on est subjugué et on commence à se demander si tout ça en fait, on pourrait pas l'inclure pour faire un Malinois avec cette grande frappe hollandaise, cette grosse morsure belge, ce dynamisme français, etc. Et ça commence à trotter dans la tête de pas mal de gens et on commence à travailler sur ce concept et avec cette idée. L'affaire commence à prendre non seulement génétiquement, pour essayer de marier tous ces courants de sang-là, mais elle commence aussi à germer dans la tête de certaines personnes pour créer un programme international.
Alors un programme international avec une particularité, celle d'un mordant sur costume, puisque les Allemands avaient déjà créé un parcours international, mais avec un mordant à la manche. Donc là, on a eu des grands spécialistes qui ont commencé à mettre en place, de différents pays, à mettre en place un programme vraiment très très efficace. Et en 1987, donc le jour de la première, le premier tournoi de Monduring, on va dire officiel, il y avait eu de magnifiques démonstrations avant. Je me rappelle qu'en 1986, par exemple, les Américains étaient venus. Ils nous avaient fait une démonstration à l'américaine, très chaud, à cheval, etc. Donc c'était vachement bien, c'était super. Mais en 87, là, les gars, ils se sont dit, on va vous faire un programme ultra efficace, quoi. Donc, on a des exercices puisés dans le programme belge, dans le programme français, dans le programme hollandais et suisse. Pour édifier et lancer cette nouvelle discipline, on va faire appel à vraiment des très grands dresseurs. Il y aura Primo Rolandini, bien sûr, Roland Hubert, qui va pratiquement tout truster pendant des années. Alors Roland, c'est un grand compétiteur en ring, il avait déjà fait ses preuves en ring avec 2 Malinois. Il arrive avec Hugo de la Fontaine-du-Buis. Et là, il gagne tout. Campagne, ring, il est finaliste. Monduring, il casse la baraque. Après, il revient avec Ubi. Et là, pareil, il remet le compte à tout le monde. Donc, Roland Hubert, qui est toujours aujourd'hui compétiteur, lui, il n'a rien lâché. C'est toujours le plus polyvalent, je pense, d'entre nous, puisqu'il fait aussi du RCI, il fait du pistage, il fait beaucoup de choses. Et puis, il n'hésite pas à se remettre en question, donc c'est comme ça qu'on reconnaît la valeur des grands cynophiles. Donc à l'époque, on retrouve aussi Jean-Claude Lalanne qui vient avec Snap, Gilbert Guével avec Ultra, bon bien sûr, les précurseurs que j'ai cités avant, Michel Bélière, etc. On retrouve aussi Maurice Morin qui viendra, je crois, l'année d'après. Oui, il me semble qu'il est venu l'année d'après, il avait fait un parcours avec son berger allemand, et puis Sorbonne et Daniel de Bondu vont nous faire une démonstration incroyable, une attaque arrêtée en civil. On n'avait jamais vu ça, un truc de fou. Mais bon, voilà, les gars de l'époque prenaient des risques et mettaient en valeur certains exercices de ring dans la vie réelle, et ils montraient aussi les qualités d'équilibre et de stabilité, de socialisation, de sociabilité avec leur chien. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Ils nous en avaient vraiment mis plein les yeux. Et on gardera, je pense, notre génération, les gens de mon âge qui ont une 60aine d'années, vont garder ça ad vitam aeternam dans le disque dur. Ils nous avaient vraiment surpris à l'époque. C'était magnifique. Merci à vous, messieurs. Donc ce premier tournoi Monduring qui était quand même basé sur une partie démonstration et une partie compétition, parce que là nos grands malinois de l'époque, il y avait VSD à Monsieur Graziano, Rep à Alain Savignac qui avait fini second si ma mémoire est bonne. Donc on avait quand même très bien travaillé. Ce premier tournoi avait été gagné par Clip à Monsieur Bastienne, un chien de la Saint-Hubert qui avait remporté déjà beaucoup de concours dans la Saint-Hubert. C'était un chien costaud. Donc nous on s'était régalé parce qu'on avait vu tout ça, et puis c'était quand même la découverte d'un nouveau programme, donc c'est toujours quelque chose. Et puis dans cet aspect cynophile de cette époque, il y avait aussi des gens qui s'étaient inspirés d'autres disciplines sans passer par la case tournée. C'était le cas de François Lelevier, qui lui n'avait pas joué à tournée. Il était très sensible à l'étude des nouveaux programmes et des programmes qu'il ne connaissait pas, donc il les a pratiquement tous étudiés. Et il y en a un qui a retenu son attention, et connaissant François, on n'est pas étonné, c'est le National Verdun. Auquel cas, quand il va découvrir
ce nouveau programme qu'il ne connaissait pas, il va tomber sous le charme, et il va travailler, il va apprendre et il va commencer lui aussi à développer des techniques qu'il va réussir à inclure dans ses phases d'entraînement. Donc ces Malinois de ring français vont avoir une approche d'un travail de ring français de campagne et de pistage, puisque François était champion dans les 3 disciplines, mais aussi il va apporter ce gros potentiel de prise en gueule, de passage de l'artifice, de tout ce qu'ont créé les Belges au niveau de ce programme NVBK, qui est un programme très très compliqué. Il faut vraiment aller là-bas, demander à quelqu'un de compétent de nous expliquer ce qu'il recherche pour vraiment comprendre la génétique et les apports de différents styles de Malinois, pour comprendre pourquoi ce programme est aussi compliqué pour nous Français. Pour vous donner une date approximative sur les premières récoltes de cette sélection, on va dire 86, 7, 8, 9, 10, jusqu'en 92. Alors les premiers à avoir vraiment été marqués, l'élevage du Beaulois, grâce à Gamin, qui va produire Voltaire du Beaulois, chien en tout point phénoménal, qui sera utilisé dans différents élevages. Beaulois, les loups mutins, les 2 sabres, chez moi, il a été utilisé, c'était un très grand chien. Bien sûr, Ubu de la Noaillerie, qui par son père, comme Gamin, avait un courant de sang hollandais. Donc ce qui était très intéressant, c'est qu'à l'époque, les courants de sang hollandais étaient difficiles à marier chez nous. Bon, les chiens étaient déjà un peu costauds, ils avaient un type déjà bien à eux, mais c'était pas facile de les marier. Le premier qui a été vraiment très intelligent et perspicace, c'est André Noël. Il était parti en Hollande, il avait vraiment très bien décortiqué le programme hollandais et il avait découvert que la détermination de prise se faisait avant le mordant. Donc ça, c'était fabuleux parce que les Hollandais avaient un entraînement tellement difficile, il est toujours d'ailleurs, si vous regardez des compétitions au KNPV, c'est quand même du gros travail, c'est du full contact. Hein. Les chiens sont mis à rude épreuve et parfaitement bien entraînés, hein, entendons-nous bien, hein, c'est pas n'importe quel chien qui peut réaliser un parcours hollandais. Donc André avait trouvé un système pour inclure certains 100 Hollandais dans son élevage à la Noaillerie. Donc ça, c'était extraordinaire. Hein. C'est comme ça qu'on a eu Ubu de la Noaillerie, qui a vraiment très très bien retransmis. Et puis ensuite Cheyenne. Donc là, on commençait à avoir des courants de sang très intéressants, et pour le ring, mais également pour d'autres disciplines, avec les bases de ce sang-là. Donc voilà, ça c'était important, je voulais le souligner. Pour bien comprendre le potentiel de ces chiens-là, il fallait donc aller sur place, étudier le programme hollandais, parce que nous, ce qu'on avait vu à tourner, ça nous avait vraiment botté. Hein. On avait été très... Puis, moi, de mon côté, j'avais mon premier Malinois, c'était un Malinois hollandais, donc j'ai tout de suite fait des recherches pour comprendre pourquoi il mordait comme ça, pourquoi il faisait ça. J'ai toujours été passionné par ça. Mais bon, pour une personne qui voulait savoir tout simplement comment tout ça se mettait en place, on regardait un parcours. Et ce qui troublait les ringers français à l'époque, c'est que, bon, les attaques, tout ça, ça leur plaisait, pas de problème, mais l'attaque arrêtée est complètement différente de la nôtre. Autant nous, on cherche une perfection dans l'écoute et dans la réception du chien, c'est-à-dire que le chien doit être très fort, mais doit aussi obéir au doigt et à l'œil. Les Hollandais ne sont pas dans ce système-là. Ils vont faire des attaques très difficiles, très rudes, mais ils ne vont pas exiger quelque chose de super précis sur l'attaque, l'attaque arrêtée. Ils vont même arrêter très loin, justement, parce que un jour j'en parlais avec André me dit, tu comprends, un Malinois hollandais, il a une telle détermination
quand il part, que sa décision, elle est rapidement prise dans les 15 mètres qui suivent 15 mètres d'approche de l'homme d'attaque. Vous imaginez un trait au sol, 15 mètres, l'homme d'attaque. Donc, en Hollande, ce sont des attaques souvent 50, 60, 80 mètres. Donc le chien part sur 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Il arrive à 60 mètres, ça y est, c'est trop tard. Dans sa tête, il veut vous embourber. C'est clair et net. Donc les Hollandais n'ont pas cette culture, si vous voulez, de nous, de notre côté pointu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un chien efficace et que efficace. Ce qui s'entend, puisque leurs chiens sont immédiatement mobilisés s'il y a un problème. Ce sont tous des policiers, ils font tous partie des autorités là-bas, les conducteurs. Donc ce qui s'entend, qu'ils veulent garder l'efficacité extrême de leurs chiens. Donc pour nous, ça c'est très important. Alors, une anecdote aussi sur l'élevage. Il faut savoir qu'en Hollande, il y a deux écoles. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux grandes pour vous schématiser un peu, pour que vous compreniez bien comment ils procèdent. Il y a des éleveurs qui ne travaillent que sur l'efficacité. Donc peu importe l'origine du chien, d'où il vient, est-ce que c'est un malinois pure race, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est une efficacité brute et travaillable ensuite, soit dans le domaine policier, armé, etc., soit dans le domaine KNPV. En définitive, quand on fait le bilan, ça revient au même. Et il y a une deuxième école qui a compris qu'avec des vrais bons malinois, qui viennent de Belgique, de Hollande ou de France, on a d'excellents résultats. Voilà, donc eux, ils sont un petit peu plus soigneux. Dans l'élevage, je ne dis pas que les autres ne sont pas soigneux, mais j'entends soigneux par le type, respect du type et standard, etc. Et si vous voulez, ces deux écoles cohabitent très bien, puisqu'on arrive à avoir des très bons chiens dans les deux castes, et on peut utiliser des chiens de ces deux castes pour en obtenir un vraiment ultra efficace. Donc ça, c'est ce que j'avais vu et remarqué à l'époque. Ensuite, quand ils ont besoin d'un sang d'oxygénation, si par exemple un Français, un Belge, un Allemand ou un Suisse va faire une essai en Hollande avec un champion hollandais, la première chose que va regarder le compétiteur hollandais, c'est la qualité de sa femelle. Si la chienne elle est puissante, elle est très bien proportionnée, elle est harmonieuse, elle est équilibrée, le gars va lui demander, le gars ou la femme va lui demander de travailler, faire un mordant, voir un peu comment la chienne se comporte. Et si la chienne lui plaît vraiment beaucoup, il va lui demander de prendre une femelle sur la portée. Il va la conserver, cette femelle, soit il va la placer en éleveur, soit il va la garder pour lui, mais en tout cas, il sait qu'il a une chienne issue de son chien sur une grande femelle d'une autre lignée avec une grande lignée, et ça pour eux c'est très très important. Beaucoup ont travaillé comme ça jadis, et je pense qu'ils ont encore conservé cette méthode. Alors voilà pour ce qu'il en était du travail hollandais, pour qui j'ai un respect infini. En ce qui concerne l'entente franco-belge, nous avons une chance supplémentaire, c'est qu'on n'avait pas la barrière de la langue. Alors c'était plus facile de pouvoir parler, sauf pour les Belges qui parlent que flamand, mais en général ils ont une double culture linguistique, donc on avait cette chance de pouvoir discuter et de s'expliquer en français. Donc ça c'était très bien. Bon, après pour les gens qui parlent bien anglais, pas de problème, la plupart des Hollandais parlent très bien anglais, donc on arrivait à communiquer. Alors ce qu'il faut savoir aussi en Belgique, c'est qu'ils travaillent sous forme de fédération. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont le kennel, c'est-à-dire l'ancêtre du ring français, travaille avec un type de malinois. D'ailleurs Léon Détailleur disait que les chiens kennelistes étaient très intelligents, ils étaient disponibles, précis. Ils avaient un très beau type. Donc Léon s'est beaucoup inspiré de
certains de leurs chiens, dont Flap, hein, pour restructurer un peu son élevage. Il disait que les vents de Molenbeek, ils étaient super, mais alors que c'était des tanks, hein. Il fallait vraiment les gérer, c'était compliqué. Donc il avait réussi à trouver cette bascule. Et c'était vraiment très bien, hein. Après, il y a l'élevage, il y avait toujours de très bons élevages à la Saint-Hubert. Ils ont toujours eu de très bons chiens, très bons élevages. Donc les plus connus, c'est l'élevage du Boscaï et puis l'élevage des Deux Potois. Où là, nous avons eu des sujets de ces deux élevages extraordinaires en France. On doit beaucoup à M. Lebon et à M. Vanstenbruge, hein. Les chiens qu'ils ont cédés à la France ont été vraiment décisifs dans notre élevage. On peut même dire qu'à une époque, ils ont sauvé une partie de notre élevage parce que on ne pouvait plus continuer de travailler sur les mêmes sangs et l'effort d'aller en Belgique chercher des chiens chez eux, c'était vraiment super. Et là encore une fois, un respect messieurs, parce que grâce à vous, les éleveurs de la Saint-Hubert, vous nous avez beaucoup aidés. Alors on allait plus souvent à la Saint-Hubert parce que la Saint-Hubert fait toujours partie de la FCI. C'était un petit peu plus compliqué avec le Verbond parce que comme ils étaient dissidents, pour avoir les papiers, pour avoir tout ça, c'était un peu compliqué. Donc il fallait une gymnastique, il fallait bien connaître tout ça, il fallait passer par par des juges pour refaire juger le chien. Enfin, c'était un peu compliqué, mais bon, ça s'est fait, hein. Après, quand on visitait un peu les provinces belges, on trouvait dans ces fédérations des chiens, comment je pourrais vous expliquer, avec des types, ma foi, corrects, des lignées super bien établies. Donc ça, c'était quand même très important pour nous. On n'avait pas de trou dans la lignée. Les origines étaient vraiment très très bien travaillées. Pour ça, c'était des orfèvres, hein, et les Belges. Et puis donc comme je le disais, il y avait aussi la justesse des aptitudes. Donc des chiens qui sautaient, de très belle mise en place, un passage à l'artifice quasi inné, et puis alors attention, hein, des prises en gueule comme rarement j'ai vu, hein. Là-bas j'ai vu des chiens mordre, mais quelque chose d'époustouflant, hein. Et si vous voulez, c'était pas des chiens qui mordaient sur un terrain dégagé. Ils venaient d'abord de passer un artifice et se réceptionner derrière l'artifice avec une très grosse prise en gueule, puisqu'en Belgique, les prises en gueule sont notées, hein. Donc là, nous, au niveau français, on a gagné des années et des années de travail grâce à eux. Parce que justement, cette culture de la prise en gueule nous a amené quoi? Une grande stabilité de prise. La stabilité de prise a amené une grande stabilité dans la vie, et cette grande stabilité dans la vie a amené l'équilibre. Tout était lié. André Noël avait fait une étude à cette époque, et il nous avait expliqué tout ça de long en large et en travers. C'était fascinant, et nous avons beaucoup appris grâce à André et grâce aux Belges. Parce qu'il faut savoir que André en Belgique était adoré, hein. Il l'avait surnommé l'ambassadeur. C'était quelqu'un, je ne sais pas combien de personnes André a emmené en Belgique, hein, mais là-bas il était aimé, et il nous expliquait très bien les choses et comment voir les choses, sa perception de l'élevage grâce aux chiens belges. Bon, André Noël, c'est notre père à tous, hein, c'est un modèle, et ça avait été vraiment super, quoi. Vous vous doutez bien que cette forme de travail a titillé beaucoup de cynophiles. Alors il y en a qui ont été voir, qui n'ont pas trop compris, qui sont restés sur le travail français traditionnel en conservant cette polyvalence belge, en se disant voilà, nous avons récupéré d'excellents chiens belges, on va les mettre un peu à notre sauce. Et puis il y en a d'autres qui au contraire sont partis en Belgique en se disant non seulement on va récupérer des chiens, mais on va aussi travailler en prenant les choses les plus intéressantes et en les remettant chez nous
dans notre dressage. Donc le premier à vraiment avoir travaillé comme ça, c'est François Lelevier. Donc par exemple, nous à l'entraînement, j'ai eu la chance d'avoir François Lelevier comme professeur, donc il nous a enseigné énormément de choses au niveau de la prise. Il faut savoir que dans les années 90, quand vous veniez vous entraîner chez moi, j'avais un petit terrain, on avait déjà à l'époque des costumes surtoilés. On avait un costume hollandais. On avait plein de costumes français, de concours, semi-concours, etc. On avait même des costumes chiots à l'époque. Mais les premiers costumes surtoilés, c'est François qui nous a appris comment faire. Comment réguler une prise en gueule. Comment travailler une cessation tout en conservant la prise en gueule. Parce que les gens qui venaient s'entraîner chez nous disaient oui mais le chien est mort tellement fort que nous pour le ring français, est-ce qu'il va avoir une belle éjection, François leur faisait une démonstration, en 2 temps 3 mouvements, les gens qui venaient, ils en revenaient pas quoi. Le chien il mordait proprement, je vais pas dire qu'il mordait comme un chien Verbonde parce que ça serait prétentieux, mais le chien mordait vraiment proprement et halte, tac, le chien était sorti, il était en vigilance et on pouvait retravailler ça. Donc ça avait énormément troublé des gens à l'époque et après, donc ce fameux costume surtoilé et d'autres techniques. Aujourd'hui, quand je vais visiter des clubs qui ont la gentillesse de m'inviter, je vois tout ça, je vois des gens avec des costumes surtoilés, ça me fait rigoler parce que je dis bon, enfin, il y a une démocratisation de ce fameux costume et les gens ont compris que par rapport à la prise en gueule et par rapport à tout ça, il se passait des tas de choses et que c'était très important de travailler de la sorte. Je me rappelle d'une discussion avec Léon Détailleur. Et, un jour, je lui explique ça, on parlait de mordant et je lui dis voilà, nous on travaille comme ça et comme ça. Il m'avait dit oh mais dis donc, vous devez être les seuls à travailler comme ça en France et il était tout content. Et je dis non, c'est grâce à François Lelevier, on travaille comme ça et c'est chouette et tout ça. Donc lui il était fou de joie qu'on travaille comme ça. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose au bout. La prise en gueule, c'est quand même le noyau dur de toutes nos disciplines. Alors voilà, maintenant, suite à ces petites explications, on peut vraiment parler de monde du ring. Donc il faut savoir que le monde du ring, moi j'ai connu ça à l'époque, c'était à l'époque où le monde du ring s'est créé avec monsieur Alain Savignat, qui lui pratiquait le ring français et le monde du ring. Donc on a amené nos chiens petit à petit à travailler dans différentes situations. Donc Alain lui l'accentuait beaucoup. Il avait des petits circuits campagnards où il avait introduit des artifices, des passages difficiles, des endroits pour compliquer un peu tout ça aux chiens. Et ça marchait très très bien. Donc on a travaillé comme ça pendant un petit moment. Et puis un jour, François Lelevier vient à la maison et il me dit, tu me fais voir un peu comment tu travailles, les artifices, etc. Donc je lui montre un peu ce que je sais faire. Et il me dit oui, il me dit c'est pas mal, mais je vais te montrer une autre technique. Et donc François avait mis un protocole d'apprentissage sur le passage de l'artifice, avec donc une réception, avec une prise en gueule, on va dire pas belle mais correcte pour un bon lignage français. Et il nous montre tout ce protocole de A à Z. Alors là, ça a complètement chamboulé tout ce qu'on avait vu parce que le protocole était tellement précis qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et François me disait, voilà, quand tu commences, tu ne grilles surtout pas les étapes. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à temps que le chien ait parfaitement compris. Que le chien il ait une disponibilité naturelle, innée, sur le passage de l'artifice et qu'il reproduise une belle prise derrière, ou pas. Tu travailles sur ce protocole. Et nous avions fait ça. Alors à l'époque, il y avait Frédéric Matuzac qui travaillait avec nous. On avait Philippe Pinot qui travaillait avec nous aussi. On avait des bons gars dans la toile. Donc on travaillait ça vraiment très protocolaire. Pourquoi je vous explique ça? Parce que dans les compétitions, on avait remarqué 3 phases importantes. Mais honnêtement, je le vois à moins ça. Dans les derniers concours que j'ai vus, je ne vois plus trop cette caractéristique-là.
on avait découvert la phase numéro 1, le chien qui passait l'artifice, clair, net, propre et précis. Il arrivait, tac, il passait son artifice, il chopait le mec derrière, nickel. Deuxième phase, le chien combattait l'artifice. On ne peut pas dire que la pénétration de l'artifice était naturelle. Mais comme le chien était hyper courageux, tu pouvais lui mettre l'artifice que tu voulais, paf, il passait et il attrapait l'homme d'attaque derrière. Mais il y allait avec son courage. Et la troisième phase, on voyait des chiens très bien passer les artifices, mais on se doutait que c'était un très beau travail du dresseur et que ce n'était pas dans la caractéristique génétique du chien. Voilà, on savait que, par exemple, on le regardait évoluer, on le voyait arriver devant l'artifice, il avait un micro-doute, il y avait quelque chose qui nous disait, bon voilà, il n'était pas à 100% familier avec cet artifice. Donc voilà, nous pour pallier à ça, eh ben, on avait le protocole d'apprentissage de François qui faisait que le chien, on décelait très vite s'il était fait pour ça ou non. Parce que bon, après, il ne faut pas non plus faire une discipline canine pour contrarier la vraie génétique du chien. Si vous avez un chien qui est top en ring français et qui est super bon en ring français et que vous le voyez sur des artifices un peu plus embêtés, etc. Restez dans le ring français. Le seul truc, c'est de dire à l'éleveur, quand il va utiliser votre chien, voilà, mon chien, c'est un super chien de ring français. Voilà, après, sur l'artifice, il faut travailler, il faut lui amener une chienne polyvalente, complémentaire. Ça se travaille en élevage, hein, c'est pas méchant. Au contraire, si vous avez un chien très fort dans les domaines du monde du ring ou du campagne, mais qui supporte moins la précision du ring français. Moi, c'était le cas, par exemple, de ma chienne Boken. Elle était en ring 3 et en monde 3, mais en ring 3, dès que je la serrais un peu et que je commençais à lui dire « assis, pas bouger », moi je criais pas, hein. J'étais assez modulé dans mes termes, mais pas bouger, hein, X saute, oh là, elle me disait non, ça c'est pas mon truc. Donc voilà, elle a fait 2 finales de monde du ring. Si je l'avais cantonné qu'au ring français, j'aurais été en ring 3, j'aurais fait 320 et basta. Donc c'est un peu dommage des fois de contrarier les atavismes comme ça pour avoir un prix. Il faut se fixer un objectif et ensuite le travailler. Donc François nous avait enseigné tout ça et son protocole d'apprentissage sur les artifices, c'était génial. Encore une fois, merci beaucoup Jean-Mi pour nous partager toutes tes connaissances. C'est vraiment super sympa de ta part de pouvoir offrir à notre communauté cet enrichissement culturel sur le malinois et toute la sélection autour issue de nos programmes, de nos compétitions. C'est vraiment cette culture historique est vraiment très importante pour nous, les jeunes. Et ouais, même si ça fait plus de 20 ans, je pense encore être assez jeune. Non, c'est très important pour savoir connaître l'histoire nous permet de mieux construire l'avenir. Mes chers amis, merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à mettre un max. Alors sur YouTube, c'est le pouce en l'air, tout ça, les likes, enfin bref, tout ce qu'il faut pour améliorer le référencement de cette vidéo. Il n'y a que comme ça que l'on arrivera à partager notre passion de la cynophilie. Mes chers amis, portez-vous bien, soyez bienveillants avec votre chien et je vous dis à bientôt.